le Pitch Club. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du Pitch Club. Alors le Pitch Club, Mousse. Bonjour, le Pitch Club, c'est le podcast qui donne la parole aux raconteuses et raconteurs de bonnes histoires. Et cette semaine, on a une raconteuse de bonnes histoires en la personne de Florence Mendes. Bonjour Florence. Mais bonjour. Alors pour commencer, on va t'introduire pour les auditeurs qui ne connaissent pas, pour te présenter un petit peu. Et on est toujours accompagné de Joanie. Bonjour Joanie. Salut, Bonjour. Joe. Alors déjà, comment on pourrait te présenter aux auditrices et auditeurs qui nous écoutent? Humoriste belge, humoriste chroniqueuse. Voilà. C'est tout. Ouais. D'accord. D'accord. Comédienne? Aussi, ouais. Autrice? C'est vrai. Mais il faut que je le sorte, ce roman, maintenant. Ouais. Prof aussi, prof. Ancienne prof. Ancienne prof, tout à fait. D'accord. Alors déjà, on va commencer tout d'abord avec une petite anecdote en fait qu'on est parti de voir avec l'équipe du Pitch Club au Théâtre Métropole, parce que déjà on va rappeler tes actualités. Donc actuellement t'as ton spectacle Délicate, c'est ça qui joue à la petite, qui était joué d'abord à la Petite Loge et maintenant qui est au Métropole tous les jeudis à 21h30. Tout à fait. Bientôt en tournée en France, en Suisse et en Belgique, dans tous les pays francophones. Tu te calmes. Hein. Pas encore le Québec, tout ça. Ouais. Ça va venir. Bah, c'est déjà ça. Et donc aussi t'as les chroniques sur France Inter dans la bande originale avec Nagui. Ouais. Pour retrouver donc tes chroniques et aussi tes chroniques dans l'émission Les Piquantes sur TV. Ouais. Donc une actualité chargée. Tout à fait. J'ai plus de vie, au secours. Non. Sortez-moi de là. Alors justement, donc on est parti voir ton spectacle et pendant ce spectacle, il s'est passé un événement assez bizarre, on va dire. Enfin, moi, j'avais pas trop vu ça. Pourtant, j'ai vu pas mal de spectacles. Et c'est vrai que c'était vraiment incroyablement bizarre. Et est-ce que je sais pas, Ouais, tu peux en parler? Il y avait un monsieur qui s'est cru humoriste en fait. Il a commencé à t'interrompre régulièrement. Oui, c'est ça, pile quand tu parlais de Nietzsche, justement. Ouais. Et là, Ouais. le mec commence à dire c'est pas sympa de dire ça sur Nietzsche. Donc, déjà, tu l'as recalé en disant que t'aurais pu être bien pire, étant donné qu'il était notamment misogyne et j'en passe. Et donc, du coup, tu lui as lâché un Nietzsche ta mère. On était morts de rire. En plus, donc sur le moment, il se calme. Tout d'un coup, il se ressent pousser des ailes. Il y a Mousse qui commence à s'enflammer. Monsieur, Ouais. ça se fait pas. Monsieur, ça se fait pas. Du coup, c'est moi qui ai dû calmer Mousse. Nietzsche. J'allais dire, j'ai dû calmer. Ouais, Nietzsche. J'ai Il dû était dans la calmer salle, il Mousse. était ouf, Nietzsche. Ouais. C'est abusé, vraiment. Et en fait, on a trouvé, en tout cas, que c'était remarquable à quel point tu gardais ton sang-froid et la répartie que t'avais, en fait. Alors le sang-froid, je le gardais pas du tout. À l'intérieur, j'étais liquide. Seulement, oui, la répartie, c'est ça qui est terrible, c'est que moi, quand je suis dans des situations de stress, je suis comme quelqu'un à qui tu ferais bouh et qui te mettrait une gifle. Sauf que moi, je fais ça avec ma langue et quand on me pousse comme ça à bout, c'est vrai que j'ai cette chance, malchance aussi parce que ça m'a amené pas mal d'emmerdes, mais d'arriver toujours à répondre du tac au tac. Et là, effectivement, il fallait vraiment calmer ce gars qui était chiant. Voilà, une petite interruption de temps en temps, un petit soubresaut avec le public. Voilà, c'est rigolo. Mais là, il était casse-couille, quoi. D'ailleurs, monsieur, si tu nous écoutes, nique-toi. C'est pas bien. ça. Ouais, parce que la première fois en fait quand il a intervenu, bon, c'était un peu marrant Ouais. entre guillemets. Avec Melun, c'était la première fois. Melun en Ouais. 77. Melun dans le 77. Ouais. Il a pas aimé qu'on parle mal de Melun. Ouais, je pense qu'on avait affaire à un des seuls membres Un du fan de club Melun. des amis de Nietzsche de Melun. Et voilà. Il y a un comedy club là à Melun, je crois, non? Non. Non. C'est Non. dommage, il devrait en créer un et commencer à faire du stand-up, ce monsieur. Je pense pas. Et alors du coup, on va revenir déjà sur ton parcours parce que Oui. c'est vrai que c'est ça qui nous intéresse particulièrement. Donc déjà, t'es né à Bruxelles, pardon. On dit Bruxelles. Ouais, c'est comme au D'accord. cerf. Ouais, ou Metz. Voilà, exactement. De Bruxelles. Donc père espagnol, mère belge. Ouais. Donc alors c'est déjà savoir un peu. Tu peux nous expliquer un peu c'est quoi ton Bruxelles, c'est quoi ta Belgique, comment ton enfance, c'était quoi le quotidien de Alors, Florence Mendes jeune. L'enfance, ça a été une galère, une galère générale. Moi, j'ai pas été particulièrement. J'étais pas particulièrement une enfant très heureuse. J'ai subi beaucoup de harcèlement scolaire et donc pour me protéger de tout ça, je me suis construit un imaginaire très très fort et un monde imaginaire
dans lequel je me réfugiais. J'ai trouvé refuge dans les livres, que ce soit dans la littérature via Tolkien, Harry Potter, Warhammer et tout ça. Enfin, tous les univers qui étaient fantastiques, c'était vraiment des refuges pour moi. Donc, j'étais une enfant plutôt solitaire, mais assez. Je préférais être seule qu'avec les autres. Ouais. C'était ma solitude, je la voyais pas comme une punition. C'était plutôt chouette. C'était entre moi et tout ce qui se passait dans ma tête. D'accord. Et par rapport à Bruxelles, de savoir si peux-tu nous raconter un peu ta vision de cette ville? Ah, Bruxelles, c'est une ville où si t'es pas humble, d'office t'as l'air con. Bruxelles, il me semble que c'est Arnaud, le chanteur Arnaud, qui racontait ça, que David Bowie avait été une fois vu à vélo dans les rues de Bruxelles, et qu'en fait personne n'avait vraiment réagi parce que il y a pas de, en tout cas dans la partie francophone de Belgique, il y a pas de star system, donc les gens ne sont jamais vraiment des stars. On n'a pas cette histoire grandiose que vous avez les Français. On n'a pas toute cette, non, on est un pays tout jeune qui a pas vécu grand chose, et ça se ressent très très fort chez les gens qui du coup sont d'une simplicité et d'une convivialité qui est assez ouf. Et puis Bruxelles, c'est un melting pot, quoi. Il y a des gens de partout, et tout le monde est très content. Moi, je suis très très attachée à ma ville. Souvent on me demande, est-ce qu'un jour tu viendras vivre à Paris? Non, jamais. Je vais rester à Bruxelles parce que il y a quelque chose d'assez unique à Bruxelles. C'est un petit village. Et c'est quoi le quartier que t'affectionnes? Parce qu'il y a plusieurs quartiers qui sont assez différents. Si on va à Bruxelles, il faut aller où? Ouais. Alors, vous pouvez aller dans le quartier de la Gare du Nord où il y a les putes. D'accord. Non, mais c'est important de savoir où sont les putes. Après, je sais pas si c'est les bonnes putes ou pas. J'ai pas été jusqu'à tester toutes les putes. Il y a le quartier ce qu'on appelle le cimetière d'Ixelles, qui paradoxalement est le quartier où il y a le Kings of Comedy Club à Bruxelles, qui est vraiment le fief des humoristes bruxellois, et notamment qui est géré par Alex Vizorek et Guillaume Moïse. Donc ça, il faut y aller, c'est vraiment très très chouette. C'est une salle de combien de places? On est à 90 places. C'est un petit comédie club. C'est un petit comédie club, mais c'est incroyable parce que on a tous fait nos débuts là-bas, et c'est la maison, quoi. Le public là-bas, il est comment par rapport à ici? À bourré, hein. Ouais. Plus qu'ici, d'accord. Mais on est sur un public, sur un échantillon. Mais les gens viennent vraiment pour s'amuser et pas pour en premier lieu juger la qualité d'un spectacle. C'est-à-dire, les gens viennent pour se marrer et donc vont être forcément peut-être moins critiques. Et puis on a une offre aussi. Il faut se rendre compte qu'à Bruxelles, on n'a pas la même offre culturelle que vous avez à Paris. À Paris, vous avez des centaines et des centaines de spectacles par soir. C'est hyper impressionnant. Donc effectivement, vous êtes un peu tatillon sur quel spectacle je vais aller voir. Vous avez beaucoup plus de comparaisons et tout. Tandis qu'à Bruxelles, on sort moins, on va peut-être moins au spectacle, donc le public est forcément un peu moins aguerri et donc un peu plus cool. Et je voulais savoir aussi par rapport aux expressions belges, parce que les expressions, enfin belges, je veux dire bruxelloises, parce que. Mais c'est quoi le parler là-bas? Par exemple, ils disent fieux. Comment ça tchatche? D'office aussi, j'ai vu que tu avais dit d'office à un moment, c'est vrai que c'est un mot qu'ils disent beaucoup. Vous dites pas d'office? Non. Non, il y a des mots comme ça. Ou c'est chouette, c'est un chouette moment. Ouais, c'est un chouette. On dit pas, c'est comme les Suisses. C'est l'adjectif et avant, le chouette avant le. Il y a un slang, il y a un parler, enfin, il y a un argot. Alors, d'abord, il faut comprendre la problématique linguistique en Belgique. Donc, la Belgique est un pays qui a 3 langues officielles, à savoir le français qui est parlé au sud du pays, le néerlandais qui est parlé au nord du pays, et l'allemand qui est parlé par 80 000 personnes à tout péter. Donc on est vraiment, la communauté germanophone n'est pas énorme. Et puis il y a Bruxelles où les deux communautés linguistiques cohabitent. Et donc évidemment, comme chez vous, vous avez des régions, en tout cas pour la francophonie, comme Liège, comme Namur. On parle français tous, mais il y a des petites exceptions de langage, des expressions un peu différentes, comme chez vous comme la chocolatine et le pain au chocolat. Voilà. Oui. Et à Bruxelles, il y a ce qu'on appelle le bruxelaire, qui est en fait l'accent que vous caricaturez, vous, les Français, qui est en fait très rare en Belgique, à savoir celui où on parle comme ça une fois. Il n'y a personne quasi qui parle comme ça. Même à Liège? Et non, à Liège, ils parlent plutôt comme ça. C'est plus lore, c'est plus... mets ta veste, Kevin. Voilà, tu vois, c'est plus... et fieux. Alors, fieux, c'est vieux, en fait. C'est mon vieux, quoi. Ça va, fieux. Ça va, fieux. Avec un F. Alors, avec un fieux. Ça va, mec. Tu me dis, toi? Oui, ça, et quête. Quête, c'est...
un petit enfant, et alors ce qui est très rigolo, et surtout pour la Belgique, un quête, c'est un petit enfant, un gamin bruxellois. Une quête, c'est une bite. Donc, il faut Faut pas se tromper. non, surtout en Belgique. Ah yes. Mais c'est comme les gosses aussi au Québec. Du Oui. coup. C'est pareil. En Belgique, on a un historique de confusion quête qui Oh, il y a défrayé la chronique. Comme venir à vol pétrole. Alors, vol pétrole, alors ça, c'est vraiment, c'est des expressions bruxelloises. On a aussi le vol gaz, qui est à plein gaz, en fait. C'est vraiment un vol pétrole, c'est ça, c'est plein gaz. Mais l'expression, il y a une insulte en bruxellois que je préfère, qui est le schieven architect. Alors, le schieven architect, c'est un architecte pas droit, qui construit des trucs pas droits. Mais ça, c'est une insulte en bruxellois. Mais ça, c'est vraiment, la plupart des jeunes bruxellois connaissent plus ces expressions. Vol gaz, ouais, on peut encore le dire, ouais. Il arrive, vol gaz, ouais. C'est en constante évolution, c'est-à-dire tu perçois encore des nouvelles expressions qui se pointent comme ça. Ouais, mais bien sûr. Déjà, on a quand même un contact, avec la France, puisqu'il faut savoir qu'on a quand même alors on a la télé. Oui. En Belgique, on a la pénicilline en Belgique. On a la télé, mais surtout on a la télé française. Alors est-ce que c'est toujours un bien? Non, mais du coup vos émissions de télé-réalité, on se les tape parce que en Belgique, il n'y a pas d'émissions de télé-réalité. Vous n'avez pas par les exemple. anges. Mais on a les vôtres. Vous n'avez pas les Liégeois contre le reste du Il y a pas monde. eu Non, Big pas Brother, du- des trucs comme ça, Pas chez du tout. vous Alors on a tenté à un moment de faire une Star Academy belge, Ouais. qui je crois que c'était Plastique Bertrand, le directeur. Ah ouais. Enfin, Oui. voilà, on était vraiment sur une Leur sortie allégorie de la leur- tristesse qui était. Ah, c'est pas venu chez vous. Et d'accord, voilà, non. c'est- Et puis, c'est marrant. il faut savoir, en Belgique, il n'y a pas beaucoup de moyens qui sont mis dans la télé, dans les arts et tout ça. C'est pour ça que pour percer en Belgique, il faut d'abord percer en France. C'est peut-être dû au côté linguistique, c'est-à-dire qu'il y a tellement de différences partout que tu peux pas faire une émission commune comme ça. Non, peut-être que c'est faux. Ça, c'est pas ça vraiment. Parce que la télé est vraiment bien séparée. En Flandre, on a ce qu'on appelle les Bukken Vlamingen, qui sont les Flamands connus, qui eux sont. Il y a vraiment un vrai star system du côté de la Flandre. Et donc, par exemple, les francophones ne reçoivent pas la télé, ne regardent pas la télé néerlandophone, et les néerlandophones ne regardent pas la télé francophone. Donc, c'est très séparé. C'est vraiment des univers qui sont pas du tout. C'est comme des pays collés, quoi, tu dirais. Ah oui, vraiment. Ouais. Bon, ça, c'est ce que. Après, maintenant, les gens commencent un petit peu à se Ouais. mélanger parce qu'il y a des politiques qui tentent de nous séparer, et donc ça a tendance à aussi rapprocher les gens, ce qui est pas plus mal. Mais ouais, malheureusement, culturellement, on n'est pas encore sur des échanges. Au niveau de l'humour, il y a des particularités entre wallon, flamand que tu as repéré comment... Moi, j'ai jamais. Alors, t'as pas que. Donc, t'as les Flamands, les Wallons et les Bruxellois, hein, Ok. d'accord, qui sont ni Flamands ni Wallons, ils sont Bruxellois. Mais ils peuvent être néerlandophones ou francophones, donc parler D'accord. français ou parler. Voilà. Moi, pour tout te dire, et c'est un peu tristesse, j'ai jamais été voir de stand-upper en néerlandais. Après, il y a Dena Vadani et Serine Ayari qui ont toutes les deux fait Montreux cette année, qui sont néerlandophones de base et qui racontent que elles, quand elles vont faire des scènes, généralement, elles jouent en anglais. Donc, voilà, quand elles vont faire des scènes en Flandre, elles jouent en anglais. Donc, je sais pas très bien quelles Ouais, sont les... c'est un peu compliqué parce que donc en fait les Belges les plus connus sont les Wallons finalement. Enfin, à niveau international, si Ouais. on peut dire, parce que Ah, mais niveau international, attends, des Belges niveau international. Bon, on a Jean-Claude Van Damme, ouais, bah quand même la légende. ouais. Jacques Brel. T'es pas Ouais. convaincu que... Non Jean-Claude Van Damme. Ouais. T'es pas fan de JCVD? Si, mais bon, est-ce que un jour si un jour on pouvait s'illustrer pour autre chose qu'un truc complètement absurde, ça serait du genre tout le monde. Il y a Brel, Oui, Jacques Brel quand Ouais, même. Jacques Brel. et Stromae, Angèle. Mhm. Ouais. Jacques Brel est toujours présent Oui, dans toujours. les Hein. esprits, là-bas. Il a C'est- 170 ans maintenant. c'est, Ouais. Non, je veux dire, on le quand voit je dis comme présent, ça. c'est-à-dire, il n'est pas considéré comme dépassé comme un Bécourt en France où, tu vois, il y a des artistes qui ont disparu complètement. Non, vraiment, mais parce que oui, le mec, c'est un monument, quoi. Oui. Et puis vous savez, on n'a pas beaucoup l'occasion d'être fier en Belgique. Et que c'est vrai que quand on a un enfant du pays qui vraiment s'illustre et tout, c'est cool, quoi. Parce que généralement, nous, nos gloires nationales, c'est le mec qui fait la plus grande tarte au sucre de son village. Enfin, tu vois, c'est des trucs comme ça, quoi. Donc, quand on a mais Jacques Brel particulièrement, oui, parce que c'est terriblement belge, Brel.
Il est très drôle aussi. On va revenir un peu à toi, du coup. Oui, parce que Jacques Brel, on en a rien à foutre. Ok, bon. Mais toi aussi, t'es un enfant du pays, là. Ouais, tout à Bah, fait. clairement. Donc, une enfance, du coup, tu disais plutôt solitaire, avec beaucoup d'imaginaire. Et puis, plus tard, tu décides de devenir prof d'anglais et de néerlandais, c'est ça? Tout à fait. Est-ce que t'as fait ça par défaut ou t'avais envie de le faire à la base? Alors, il faut savoir que moi, à la base, donc, je termine l'école secondaire et je m'inscris à la fac. Une première année, c'est une catastrophe. Parce que j'ai eu la bonne idée. On a ce qu'on appelle en Belgique le baptême, qui est un folklore et ce qui fait partie du folklore estudiantin. Vous avez les Faluchards, vous ici, qui font un peu ça. Et moi, pour moi, ça s'est très mal passé. Donc j'ai vraiment gardé un petit traumatisme de ça. Donc pendant 1 an, j'ai fait une année sabbatique et puis je me suis réinscrit à la fac à Bruxelles. Et je suis pas allée au bout non plus. Et je me retrouve d'abord à bosser dans un magasin qui à l'époque s'appelait Games Workshop, qui est un magasin qui fait des figurines Warhammer, donc des petites figurines à peindre, à collectionner, et puis ça fait des armées que tu peux constituer ton armée, enfin voilà. Ouais, Warhammer, c'est un truc qui est très, qui est devenu un peu mythique. Voilà, exactement. Et moi, j'étais la seule fille dans la chaîne qui comptait 42 magasins en France et 3 en Belgique, et j'étais la seule fille, donc c'était assez rigolo. Et donc, je bosse là-dedans jusqu'à mes 23 ans, et à mes 23 ans, je deviens maman. Et quand mon fils a 2 ans, je quitte le père de mon fils, et donc j'ai 25 ans avec pas de diplôme. J'adore mon boulot, mais c'est plus envisageable. Je vais être une maman célibataire, donc là, comme je bosse c'est un magasin, donc je dois être là le samedi, je finis à 6h30, enfin c'est vraiment très difficile. Et donc je me dis, ok, qu'est-ce que je fais? Et je me dis, je vais reprendre des études. Le prof de flamand, néerlandais flamand, c'est la même chose. Prof de flamand, c'est un métier qui est en pénurie en Belgique, et donc on a un système qui te permet de reprendre des études avec quand même l'argent du chômage. Donc ça, c'était assez bien. Et donc je fais ça. Voilà, et c'est à ce moment-là que je parlais déjà très bien anglais, j'ai toujours eu un don pour les langues, mes parents sont polyglottes tous les deux. Et donc ouais, c'était l'option de planquer, quoi. C'était l'option la plus facile. Je me suis dit, ok, il faut que j'ai un diplôme vite fait. Et donc c'est la voie que j'ai choisie parce que c'était la plus simple. Et quand est-ce qu'elle arrive, cette image de la scène pour toi? Tard. Alors, je termine mes études en 2015 et de prof, je commence à enseigner et là, c'est la désillusion parce que je me rends compte que je fais partie d'un système auquel j'adhère pas du tout. Je trouve que les gosses sont... Enfin, c'est terrible, quoi. On les jette comme ça dans les mâchoires d'un système qui les broie et qui parfois même prend plaisir à les broyer. Enfin, j'arrive plus, quoi. Je me sens vraiment un peu... c'est pas ce que je veux transmettre. Et donc, je commence vraiment un peu à décliner. Je change plusieurs fois d'école en me disant c'était peut-être l'école et tout, mais non, jamais je trouverai ma place dans le système. Et puis, fin 2015, je rencontre un humoriste belgo-québécois qui s'appelle Dan Gagnon. Tu peux en parler, le présenter pour nous? Alors, Dan, donc... Il est étudiant au Québec quand il y a une journaliste belge, Myriam Leroy, qui va faire un échange là-bas, un Erasmus là-bas. Et enfin, c'est pas un Erasmus parce que c'est pas en Europe, mais elle va passer une année de césure, comme on dit, c'est ça? Voilà. Et elle le rencontre et il tombe amoureux. Et donc Dan rentre en Belgique avec elle. Et là, Dan, qui est déjà fort dans parce que lui, il a cette culture du stand-up, hein, il est canadien, donc il a vraiment... en plus, il est très anglophile, donc il connaît beaucoup d'artistes, etc. Et donc, il commence un petit peu à se faire sa place dans les médias belges et tout ça. Et c'est comme ça que lui a évolué dans ce monde-là. Et je sais pas encore, je le rencontre une première fois quand il est animateur radio, complètement par hasard, où un pote me dit, ouais, la standardiste ce soir nous a lâché, est-ce que tu veux venir faire standardiste à la radio? C'était chez Énergie Belgique. Je suis la standardiste la plus nulle du monde. Déjà parce que j'ose pas décrocher le téléphone, parce que ça me gêne, que je parle vraiment très très mal au téléphone. Je sais pas sur quel bouton appuyer, j'arrête pas de raccrocher sans faire exprès à la gueule des gens. Enfin, c'est une catastrophe, mais Dan est dans cette émission. Et donc, des années plus tard, je vais voir son profil Facebook en me disant, tiens, c'est marrant, qu'est-ce que ce mec devient?
Et je clique sur ajouter. Et je me dis, ah merde, c'est pas, ça nous est tous arrivé de lâcher un like, tu sais, où tu oh putain, merde, voilà. Et donc, je lui écris un message en disant, désolé, je voulais pas t'ajouter, je voulais juste savoir ce que tu devenais. Et il se souvenait absolument pas de moi. C'est quand même bizarre, parce que tu l'as stalké. Ah ouais, clairement, vraiment. Au lieu de nier l'affaire et tout, moi je dis, voilà, alors, je suis désolée de te stalker, en fait, c'est parce que j'étais occupée à te stalker, et en te stalkant, je me suis trahie sur le fait que je te stalkais, donc je me retrahis en m'excusant de t'avoir stalké, vraiment, au point. On est sur un des services d'espionnage les plus claqués au sol, voilà. Et donc, voilà. Et donc, à partir de là, on commence à discuter. Et Dan me dit ça, il me dit cette phrase, il me dit, mais t'es drôle, en fait. Et là, il y a un... Avec l'accent. T'es drôle, en fait. L'accent québécois. Les Québécois, c'est très perturbant. Sur Messenger, ils ont l'accent. Ah oui. Il dit l'accent. Et donc voilà, et là, lui, à ce moment-là, il a une émission sur la RTBF, qui est le service public belge. Il a un late show. Et il me dit, j'ai un auteur qui s'en va. Je vais avoir besoin de quelqu'un pour le remplacer. Est-ce que tu veux venir ? Et je savais pas du tout quoi faire, donc j'ai dit oui. Voilà. C'est incroyable. T'étais prof encore à ce moment-là, et donc on te fait une proposition qui a absolument rien à voir. Rien à voir. C'était pour t'échapper du monde scolaire. Comment tu l'as perçu à ce moment-là, quand on t'a dit ça? Tu t'es dit, attends, il se trompe ou il y a un truc? C'est marrant parce que maintenant, quand j'y repense, je me souviens, il y a un moment où quand j'ai eu ma première voiture, qui était une Lancia Y... Super modèle. Une Lancia Y10. Enfin, vraiment, elle était merdique, mais c'était ma première bagnole. Avec l'autoradio cassette. Et je l'avais achetée avec mes sous. Enfin, c'était vraiment une catastrophe. Et je m'étais dit, mais en fait, cette bagnole, il faudrait que j'en fasse un sketch tellement j'avais des problèmes avec. Et donc, je me rappelle que j'avais eu cette idée, je l'ai jamais mise sur papier, mais j'avais eu cette idée. Une de mes blagues, c'était ma bagnole, elle est dans l'Ancien Testament. C'est avec ça que Jésus traverse le désert. Puis je dis, ça explique, enfin, oui, Jésus, il a pas traversé le désert. Mais il a traversé le désert? Non, c'est Moïse. Ne commence pas, d'accord? Si, Jésus aussi, c'est Si, Jésus, il a passé 40 jours dans le désert. Bien sûr, oui, bien sûr. Et tu arrêtes avec Moïse, d'accord? Moïse, c'est 40 ans. Il me semble quand même que Jésus, c'est lui le personnage principal. Ah, c'est ça. Mais Jésus, il a passé 40 jours. Voilà. C'est pour ça qu'on Il a fait marché, autant pour moi. Il y a un sketch des inconnus là-dessus d'ailleurs. Ouais. Et donc, le film 40 jours, 40 nuits. Parce que Ashton Kutcher, il a aussi traversé le désert. Et donc, je me crois, mais c'était pas le même. Et donc, j'avais imaginé faire ça, mais après, ça avait été dans un coin de ma tête. Et je savais que j'étais drôle spontanément parce que je me rendais compte que je faisais beaucoup rire autour de moi. Et je savais que j'avais une répartie de porc parce que, moi, je suis pas très, très, très forte. Donc, ma défense face au harcèlement scolaire, ça a été cette espèce de langue acérée qui a fait pas mal de dégâts. Donc je savais que... Mais de là à en faire un métier, oui, et c'est ça le problème, c'est qu'après ma première fois sur scène, je me rends compte que c'est maintenant pour moi impossible, mais physiquement, psychologiquement impossible de retourner bosser. Je me sens coupée en deux. Je vis des trucs le soir sur la scène où les gens m'écoutent, m'applaudissent, où je fais marrer, où enfin j'ai l'impression d'être moi-même, et puis je retourne le lendemain dans la salle des profs où ça se passe pas bien, où on me déteste, où... Est-ce qu'on peut revenir là-dessus justement, parce que tu dis que tu commences par être co-auteur avec Dan Gagnon, et tout d'un coup tu vas faire ta première scène. Ouais. Comment tu passes de l'un à l'autre? Assez naturellement en fait. L'envie de monter sur scène, elle vient d'une frustration. J'écris les textes pour Dan, et parfois Dan, il a pas le même delivery, ou il y a une veine qui passe moins parce qu'il l'a pas dit exactement comme je l'ai écrite. Et puis voir que quand ça marche, que c'est lui qui récolte les lauriers. Il y a une frustration qui est là où je me rends compte que d'accord, j'ai un talent comique, mais je n'aime pas voir les autres se l'approprier de manière tout à fait légitime puisque je suis son auteur, son autrice, mais il y a une frustration, quoi. Je me dis, mais putain, si je sais l'écrire, je sais le dire. Et donc, c'est comme ça que je commence à réfléchir. D'abord, le manque d'humilité complet de la meuf, je commence à réfléchir à un spectacle. Et puis, en me disant, voilà, je vais commencer par un spectacle. Je suis mignonne. Les techniques d'écriture, à ce moment-là, tu les mets en place... On t'a appris ou tu t'es débrouillé? Comment tu t'en souviens? Alors, je me suis débrouillée. Ouais. J'ai écrit des trucs qui, moi, me semblaient drôles. Et puis, Dan Gagnon, qui est un véritable chirurgien du stand-up, commence à me parler des procédés comiques que je connais pas encore à ce moment-là, genre la règle de 3, la comparaison, etc. Et donc, finalement, mon art qui est
très très brut, bah, il vient un peu affiner, me donner des leviers pour que ça fonctionne mieux. Donc, Et c'est quoi la règle de 3, juste pour expliquer aux auditrices, auditeurs qui ne seraient pas... La règle de 3, c'est par exemple si vous devez citer des exemples. Je sais pas, moi, genre, évidemment, c'est toujours quand on doit citer Ouais, les... tu prends 2 simples et un troisième un peu bizarre. Voilà, alors le premier doit être un exemple tout simple, le deuxième doit être un exemple un peu chelou, et le troisième doit être vraiment votre exemple, genre... alors c'est vrai, cet examen... a été très dur comme tu vois, bon, ça va être nul ce que je vais dire, mais non, dur mais comme on va pas juger. non mais tu vois, voilà, dur comme je sais pas moi, une croûte de fromage. Bon, ça va nulle part, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est ça. Le troisième doit être vraiment l'exemple, et parce que ça fait une rupture comique qui est un contre-pied. Exactement. Ouais, d'accord. Arrête avec tes mots techniques, s'il te plaît. À un moment donné, tu arrives aux Magritte. Ouais, les Magritte, ouais. Comment ça s'est passé Alors, les Magritte, c'est l'équivalent de vos Césars, sauf que nous, on récompense pas de pédophiles. T'es sûr? On les prend tous? À mon avis, en Belgique, on récompense toujours un petit peu un pédophile, tu sais, même sans le savoir. Et donc, effectivement, c'est ça qui est extraordinaire, c'est-à-dire que dans mon parcours, j'ai fait que des rencontres, j'ai juste eu du bol, quoi. À un moment, donc, après être montée sur scène, je fais pour la première fois la première partie de Guillermo Guise. Oui. C'est en juin. Et puis, dans la salle pour venir voir Guillermo Guise, il y a beaucoup de gens de la RTBF, dont l'auteur de la cérémonie des Magritte, qui cherche un co-auteur et qui adhère vachement à mon humour et qui donc me demande de venir. Comment il s'appelle cet auteur? Thomas Gunzig. Oui, parce que j'avais noté son nom. Il a un parcours assez particulier. C'est un scénariste. Il est ouf. Comment ça s'est passé l'alchimie entre vous deux? Il bosse beaucoup avec Jaco van Normal, qui est. Je vois pas qui c'est. Jaco van Normal, c'est un réalisateur belge. Il a notamment réalisé le dernier test, le dernier oui, d'accord, voilà. Parce que j'ai vu ça, j'ai pas vu le nom du réalisateur, donc oui. Okay. Le contact passe super bien parce que Thomas et moi, on a ce même sens de la liberté, du non-jugement, et donc ouais, le contact passe super bien. Et puis en même temps, il sait que je suis dilettante, quoi, et que je sais pas ce que je fais là. D'accord. Et d'ailleurs, la soirée des Magritte, c'est une catastrophe. J'éclate mon verre de champagne dans la partie où il est bien marqué « Ne descendez pas avec vos verres ». Je l'éclate par terre, à moitié sur le président des Magritte. Enfin, vraiment, je la passe dans un coin en train de me balancer, de vouloir me cacher. Alors que j'ai Virginie Efira, Jean Dujardin, qui passe à côté de moi. Et moi, je suis là en mode « Mais qu'est-ce que je fais là, putain ?» J'ai pas le temps de me préparer à cet univers-là, en fait. Voilà, et puis... Il est venu à toi. Ouais. Et qu'est-ce qu'on t'avait demandé de faire à cette cérémonie? C'était de l'écriture ou Ouais, c'était de l'écriture. Donc on écrivait les textes des remettants si certains avaient besoin d'aide. On écrivait le texte d'ouverture de la cérémonie, et tout ça qui était présidé, je pense, par Virginie Efira. C'était elle la présidente. Et ça va, elle a bien sorti les vannes que tu avais écrites pour elle? Alors Virginie Efira, on m'a pas confié à moi Virginie Efira, comme moi c'est Thomas Gunzig, mais elle a très bien fait ça. Ouais. Parce que Virginie, je dis Virginie, je la connais pas, mais elle m'apparaît comme une meuf avec quand même pas mal d'autodérision. Donc, elle pourrait faire humoriste, hein. Je pense qu'elle a un vrai truc. Elle a un humour très pince sans rire, je trouve, qui est assez comique. Donc, ouais. Et là, elle a plongé vraiment dans un univers. Ouais, elle a pris une dimension incroyable. Ouais. Et donc, c'est qu'en 2016-2017, tout s'enchaîne pour toi, parce que tu fais aussi partie d'une émission humoristique présentée par Walid. Oui, Walid, est-ce que tu peux nous en parler? Eh bien, Walid, il était présent dans c'était lui l'animateur de l'émission où il y avait Dan Gagnon la première fois. Et donc, lui aussi, je le retrouve, il se souvient pas non plus de moi. Des années plus tard, de nouveau, grâce à cette première partie de Guillermo Guise et Laurence Bibot, c'était les deux. Et là encore, des gens de la RTBF dans la salle. Et on me dit, on cherche une fille pour notre émission d'humour. Est-ce que tu veux venir faire des essais? Et les essais sont concluants. Et donc, c'est là que je me lance dans l'exercice de la chronique radio pour la première fois. Et comment ça s'est passé, celle-là, de première fois? Super bien. Super bien. Mes punchs fonctionnent. Encore une fois, je ne sais pas ce que je fous là. Hein. Je teste des trucs. Je me dis, on va essayer. Et ça marche, quoi.
C'était en direct, l'émission? Ou c'était Ouais, comment c'était en direct. Ouais. Et il y avait des... Enfin, je veux dire, le dispositif, c'était des chroniqueurs autour d'une table. Ouais, c'est ça. Il y avait des vannes, il y avait des gens qui appelaient aussi. C'est ça, c'était une émission classique, genre... Un peu foutoir, un peu, ça déconnait pas mal. C'est ça, oui, hein, on se racontait des conneries, mais bon, il y avait des petits jeux sur l'actu, et puis il y avait des chroniqueurs qui venaient, qui faisaient leur sujet de chronique et tout ça. Et toi, à ce moment-là, tu te sens à ta place à ce moment-là. Tu vois que là, c'est bon, là, j'y suis là. Par rapport à ce qui s'est passé avant. Ou toujours pas. Non. Tu commences à avoir un chemin, je veux dire, peut-être t'as beaucoup cherché, je pense. Non, je m'attends alors oui, j'ai beaucoup cherché, mais je m'attends à ce que ça s'arrête, en fait. Oui. Parce que moi, je trimballe toujours un gros syndrome de l'imposteur, et donc je me dis, à un moment, les gens vont quand même se rendre compte que je suis pas si drôle que ça, quoi. Et puis... C'est quoi, c'est l'exigence que t'avais par rapport à toi-même? Non, c'est les 30 premières années de ma vie où je suis fort modelée par les violences que j'ai vécues, par le rejet que j'ai vécu enfant, et donc... pour moi, les gens qui acceptent de travailler avec moi ou d'être avec moi me font une fleur, en fait. Et donc, je réalise pas vraiment ce que j'apporte à un groupe, à une équipe. Donc, c'est vraiment... je me dis... ils vont se rendre compte que non, c'est pas... Je dis ça parce que... Pardon, excuse-moi. Est-ce que tu travailles sur ce syndrome de l'imposteur? Est-ce que tu essayes de te renforcer un peu et de te dire, même si j'ai cette petite voix dans ma tête... Alors moi, on en parlera, j'imagine. J'ai cet épisode de maladie mentale qui est arrivé, voilà, et qui a été très très violent et qui m'a conduit à mener une longue thérapie et où aujourd'hui, aujourd'hui, je vois la petite fille que j'étais regarder la femme que je suis devenue et je suis devenue une des héroïnes que j'avais petite, quoi. C'est trop la classe. C'est trop beau ce que tu dis. Mais j'ai toujours pour ça, j'ai juste ce syndrome de l'imposteur. Par exemple, avec les piquantes, que j'aime de tout mon cœur, on est super soudés. Et je n'arrive pas à écrire ma chronique pour Piquante avant la dernière minute. Parce que j'ai tellement peur de mal faire. Et je me dis, si je fais mal, elles vont arrêter de m'aimer, je vais être rejetée et tout. Et donc, il y a vraiment que quand j'ai plus le choix, où je dis, allez, maintenant, il faut y aller. Et là, j'arrive à écrire ma chronique. Mais sinon, avant ça, je suis mais paralysée, vraiment. Je suis un hérisson face à des phares. Et je me mets en boule et je sais plus rien faire. C'est vraiment une paralysie Et puis finalement, donc non, le syndrome de l'imposteur, il est encore un peu là. Mais en tout cas... J'aime bien dire que j'ai 4 ans, quoi. Moi, je suis née une deuxième fois le jour où j'ai cru ma vie finie, donc. Donc du coup, t'as écrit ton premier spectacle qui s'appelle Oh et puis merde, ouais. Qui va devenir Délicate. Et un prix du jury, Festival du Rire de Charleroi. J'ai eu pas mal de prix, ouais. Exact. Elle est où l'armoire à trophées? Alors, il n'y a pas d'armoire à trophées parce que je suis parvenue à péter mes 3 trophées pendant un déménagement. Non. Bah oui, mais c'était une excellente excuse parce que. Comment ça s'est passé? C'est-à-dire que j'ai ouvert le coffre de la voiture et les trophées se sont pétés la gueule. Ah mince. Et ouais, mais les trophées. Demande qu'il t'envoie un double. Non, mais en fait, je crois que les concours, tu les fais tant que tu t'es pas vraiment réalisé en tant qu'artiste. Parce que tu as besoin d'une validation professionnelle, externe qui est très très forte. Et en fait, finalement, le concours que je suis vraiment contente d'avoir gagné, c'est l'Ouvrir de Liège. Parce que là, le prix, c'est pas un trophée. Le prix, c'est tu vas jouer à Morges en Suisse, tu vas jouer à Cannes, tu vas jouer au Québec. Ça, c'est ouf. Ça, c'était vraiment ouf. Mais ouais, le spectacle Oh et puis merde... il va devenir Délicate, mais je le sais pas encore, parce que le spectacle Oh et puis merde, je le joue le 31 mars 2017, soit 1 an après ma première montée sur scène, et j'ai pas encore eu ma maladie. Ma maladie, elle arrive 2 mois plus tard. Et Délicate, Oh et puis merde, ou même les premières versions de Délicate, c'est un spectacle qui est nul, quoi. Enfin, c'est pas que c'est nul, d'accord, j'ai mes punchs, mais il apporte rien, c'est pas un... C'est une peinture numérotée, quoi, si tu veux. Tu vois, ok, voilà, j'ai mis les bonnes couleurs dans les bons numéros, mais artistiquement, il n'y a pas... Et puis je vis ce que je vis, et je me dis, ouais, d'abord, j'ai envie d'en parler, mais d'abord, il allait falloir résoudre ça d'un point de vue thérapeutique. Et puis, il y a deux événements qui vont faire en sorte que je me décide à en parler. La première, c'est la rencontre avec mon attaché de presse, qui est Léo Dombois. Et Léo, elle est extraordinaire parce que
les gens ont jamais un a priori positif sur moi, vraiment jamais, parce que socialement, voilà, on sait, avec mon autisme, je suis un peu... Et Léo, elle me voit exactement comme je suis, et quand elle comprend qui je suis et je lui explique, elle dit mais pourquoi tu parles pas de ça sur scène? Et je lui dis mais les gens vont me jeter des chaises. Et elle me dit mais t'inquiète, on trouvera un théâtre où il y a des banquettes. Et donc cette rencontre-là, et la deuxième, c'est le spectacle Nanette de Hannah Gadsby que je regarde. Et ça, c'est vraiment Qu'est-ce que tu l'as trouvé dans ce spectacle? Parce que c'est du stand-up, c'est pas vraiment des personnages, mais c'est quand même un peu un personnage. Qu'elle décrit. Parce qu'il y a une sincérité qui est dingue, et les choses qu'elle dit sont d'une évidence quand on s'aime soi, et la violence il y a ce moment où elle dit it's humiliation, not humility, quand elle parle du fait qu'on monte sur scène, on prend nos défauts, on les jette à la gueule des gens et on dit aux gens allez-y, allez rigoler de mes défauts, alors que on s'inflige une putain de violence quand on fait ça, et d'un coup, en plus elle est autiste Asperger comme moi, Hannah Gadsby, et d'un coup c'était ça la réponse, quoi. C'était mais non, en fait j'ai pas envie que on s'est foutu de ma gueule toute ma vie, maintenant j'ai envie d'être actrice de ça et de faire rire les gens pour me faire du bien à moi aussi, et plus juste pour faire du bien aux autres. Et donc je réalise que c'est plus possible d'éviter le sujet de ma maladie mentale et de mon autisme sur scène. Mais avant ça, je dois terminer ma thérapie, parce que je pense que si je monte sur scène, je parle de cet épisode extrêmement violent de ma vie qui a failli mettre un terme à ma vie. J'ai failli me suicider à cause de cette maladie. Par rapport aux troubles paniques? Ouais. Alors oui, je vais bien faire la distinction. Donc je suis autiste Asperger, qui est un fonctionnement neurologique. Est-ce que tu peux définir Ouais. Alors l'autisme, c'est un spectre. On appelle ça le spectre autistique. Mais moi, j'ai ce qu'on appelle un trouble du spectre autistique sans. C'est pas dysfonctionnement le terme, c'est sans déficience. Voilà. J'ai un trouble du spectre autistique sans déficience qui avant ce qu'on appelait autiste de haut niveau ou autiste Asperger. Maintenant, on n'appelle plus comme ça parce qu'apparemment Asperger c'était un nazi, il était pas ouf. Enfin, voilà. D'accord. Bon, après, je pense pas qu'il y avait des nazis qui étaient vraiment. Il n'a pas fait que des choses bien. Non, voilà, on n'a jamais dit sympa comme un nazi, et je pense qu'il y a une raison à ça. Mais voilà, et donc c'est simplement un fonctionnement neurologique qui est différent. Donc la structure de ma structure neuronale est pas la même que les autres gens. J'ai des connexions qui se font chez moi, qui se font pas chez d'autres gens, comme des connexions qui sont entre les neurones qui sont pas faites chez moi, qui se font chez d'autres gens. C'est évidemment encore très. On commence simplement à comprendre plus ou moins comment fonctionne cette particularité-là de l'autisme, mais on est vraiment, scientifiquement, on est encore nulle part dans ces recherches-là. Et donc ça, c'est quelque chose dont je ne guérirai. Ça sert à rien de faire des guillemets dans un podcast avec les doigts. Je m'en rends bien compte. Je vais faire les guillemets. C'est quelque chose dont je ne guérirai jamais. Parce que c'est comme vous pouvez pas guérir d'être daltonien, par exemple. Donc ça, c'est pas une maladie mentale, c'est une structure neurologique différente. Et puis il y a la maladie mentale, qui elle est le trouble panique, qui est un des grands troubles anxieux dans le domaine de la psychiatrie, avec ceux que vous connaissez, les TOC, un trouble anxieux, la phobie spécifique, phobie des chiens, des chats, etc. La phobie sociale aussi, et puis il y a ce trouble panique, qui sont des crises de panique extrêmement violentes et très récurrentes, qui vous empêchent simplement de vivre. Quand on te l'a détecté, quand tu as su ce que tu avais, est-ce qu'après tu décèles des points communs? Je veux dire, voilà. Alors, en matière d'Asperger, on se renifle, on se. Ça parce qu'il y a un monsieur qui s'appelle Joseph Chovanec. Oui, tout à fait. Qui est un Asperger également. Mais Joseph Chovanec, lui, il en parle. Lui, c'est plus évident parce que comme c'est un autiste homme, il a la condition d'autisme chez les hommes est beaucoup mieux connue que chez les femmes, parce que l'autisme a été principalement étudié sur des sujets masculins. Et par exemple, ils ont des caractéristiques qui sont moins présentes chez les femmes. Par exemple, la difficulté, les troubles de la parole que Joseph Chovanec a. Oui. Le trouble de la parole, il survient moins chez les femmes. Je disais parce que lui, il disait que quand il disait, voilà, je lis souvent des fiches Wikipédia et là, je reconnais un Asperger. On dit ça, un Asperger? Ouais. Je sais que c'est lui qui a écrit cette fiche parce qu'elle est tellement détaillée ouais. sur par exemple, sur la littérature gaélique. Ouais. Il y aura tout
sur la littérature gaélique. Et là, il dit ça, c'est sûrement l'Asperger qui l'a écrit. Mais oui, parce que je pense qu'on a beaucoup de mal à... j'ai beaucoup de mal, j'imagine qu'il y a autant de formes d'autisme Asperger qu'il y a d'autistes Asperger. Mais c'est vrai que beaucoup de mal à comprendre ce qui est de l'ordre du détail et qui peut être laissé de côté et ce qui est de l'ordre de l'indispensable. Et c'est vrai qu'il y a une peur de passer à côté d'une info essentielle et des conséquences que ça peut avoir de passer à côté. Donc c'est très détaillé, trop détaillé. J'ai pas un excellent esprit de synthèse. Je pense que c'est le cas de pas mal de... En tout cas, on te remercie d'en avoir parlé, c'est important. Ouais, moi je pense, vraiment. Oui, justement, ton spectacle devient du coup délicate. Tu y ajoutes cette partie vulnérable de toi et t'as vraiment bien fait parce que on ressent cette sincérité sur scène. On passe du rire aux larmes, franchement. Et j'ai trouvé ça magnifique. Mais du coup, c'est à la fois la gestion thérapeutique de ton traumatisme qui fait que tu as été sur scène. Mais j'ai l'impression aussi aujourd'hui que c'est parce que la santé mentale te tient particulièrement à cœur. J'ai l'impression que tu as fait ça pour toi, probablement, mais que tu fais aussi ça pour les autres. Dis-moi si je me trompe et pourquoi c'est important pour toi d'aborder ce sujet. Alors, il faut savoir donc que quand j'ai eu mes premières crises de panique, c'était très violent. Il faut vous rendre compte que j'appelais l'ambulance parfois jusqu'à 3 fois par jour parce que j'étais absolument convaincue que j'allais mourir, étouffée ou d'une crise cardiaque. Je me rendais tout le temps aux urgences. Il y a personne qui aime se rendre aux urgences, qui fait ça par caprice. Je fais ça parce que je pense que je vais mourir. C'est le principe même du trouble panique. Et on ne me trouve rien. On ne trouve rien du tout. On me fait tous les examens possibles. Je suis en parfaite santé physique. Et donc je ne sais pas ce que j'ai. Donc au bout d'un moment, quand je finis par admettre que c'est psychologique, je me dis pas c'est psychologique. Je me dis ce que toute personne qui ignore tout de la santé mentale, qui voit sa raison en train de se barrer, se dit. Je me dis je suis en train de devenir folle. Et cette souffrance, elle est insupportable. Je n'arrive plus à vivre. Je pèse 44 kilos. J'ose plus rien manger de solide parce que j'ai peur de m'étouffer. Enfin, je suis vraiment au bout de ma vie. Je passe un moment par-dessus mon balcon au 4e étage en me disant voilà, ça va s'arrêter là. Et à ce moment-là, mon fils m'appelle. Et donc je fais demi-tour. Non mais enfin, qu'est-ce que je fais? Donc c'est très difficile. Et donc je suis convaincue que ma vie est finie. Et donc comme toute personne folle, qui se croit folle, qui se résigne, je vais voir un psychiatre. Je rentre dans le bureau du psychiatre. 7 minutes plus tard, vraiment, je me souviens, j'ai regardé l'heure à ce moment-là sur mon téléphone. Il me dit, bah oui, vous avez un trouble panique. Alors voilà, vous prenez ça pendant 3 semaines. Vous allez voir au départ, les effets sont pas top, puis ça va aller mieux. Vous allez contacter cette personne-là qui va vous faire une thérapie. 7 minutes. Ma vie aurait pu se finir, alors qu'en 7 minutes, j'avais des solutions. Et à partir de ce moment-là, moi en plus, ça a été très compliqué parce que j'avais un compagnon qui était pas du tout, incompréhensif et qui donc j'ai tout perdu à ce moment-là. J'ai perdu mon boulot, mon mec, la garde de mon fils, mon appart. Ça a vraiment été une descente aux enfers. Alors qu'en 7 putains de minutes, j'avais une solution. Et là, je me suis dit, en fait, si j'avais su dès le début que cette maladie existait, si dès le début j'avais eu des gens vers qui me tournaient, si dès le début j'avais eu l'espoir que cette maladie pouvait aller mieux, parce que l'impression que vous allez jamais aller mieux, c'est un des symptômes de la maladie mentale. Mais ça aurait été tellement plus simple. Et donc je me suis dit, ben voilà, t'as galéré. T'es nul sur plein de trucs, écologiquement, éthiquement, il y a plein de trucs sur lesquels tu foires, mais toi, ta petite mission, ça va faire en sorte que personne ne se sente aussi seul que toi. Vraiment, je pense que ça éviterait bien des suicides. Alors justement, est-ce que tu as eu des retours de gens qui ont le même syndrome que toi? Ah oui. Plein. Des trucs qui, encore aujourd'hui, parce que j'en reçois beaucoup, me foutent les larmes aux yeux, quoi. Des meufs qui vous disent, je suis pas sortie depuis 10 ans de chez moi, et j'ai vu la vidéo où vous témoignez de ce que vous avez eu et voilà, je me soigne depuis 3 semaines et aujourd'hui pour la première fois j'ai pris les transports en commun pour aller chercher mon enfant à l'école, quoi. Grâce au rire. Et là non, pas au rire, au fait d'en parler en fait. Oui c'est ça, mais sous le ton, avec. Le premier témoignage que je fais, c'est pas drôle, c'est une vidéo à l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale. Je fais une vidéo très sérieuse sur le sujet et c'est celle-là qui. Mais à ce moment-là, j'en plaisante pas encore sur scène parce que je suis encore dans ma thérapie. Mais ouais. Je pensais que c'était par rapport au spectacle. J'ai commencé très vite à en rire après dans le spectacle, mais les premières fois où je parle de santé mentale, j'en parle très, très sérieusement. D'accord. Tu as cité Anna Gatsby, c'est une humoriste très engagée. Tu te situes dans cette forme-là d'humour, l'humour de combat, l'humour de militant. Ouais. Je pense que je passe trop de temps à détester le monde pour pas bouger un peu mon cul, quoi.
Et puis, je trouve que l'engagement, c'est une forme d'espoir, quoi. C'est tant qu'on se bat, ça veut dire qu'on peut peut-être encore bouger les choses. Et je le fais pas toujours bien. Et évidemment, je suis tout ce que Zemmour déteste. Je sais pas cette parodie woke qui nous ferait, mais je trouve que tout ça se regroupe, quoi, que les combats féministes, anti-homophobes, anti-racistes sont des combats finalement pour la liberté d'être qui on est, et je trouve ça super important. Et putain, j'ai la chance, même un petit nombre de gens, mais j'ai la chance d'avoir des gens qui m'écoutent. Alors ouais, parfois je vais faire des blagues à la tire sur mon doigt et faire des grosses vannes de cul, mais si j'ai la chance d'avoir ce public qui m'écoute, au moins de temps en temps, je vais essayer de dire des trucs utiles, quoi. Voilà. Après, je parle à Rosa Parks de l'humour, hein. Ça reste jamais que des blagues, hein. C'est pas un engagement non plus de ouf, mais voilà, on essaye de faire ce qu'on peut, quoi. Et juste un petit peu sur Guillermo Guise, comme qui était avec dans ta carrière, avec aussi il y avait Laurence Bilbo. Laurence Bilbo, je la connais moins. Enfin, je la connais en Belgique, on se connaît tous. Mais Pas oui, de Guillermo. la famille des Hobbits, rien à voir. Quoi? Bilbo, rien à voir avec les Hobbits. Si, mais elle veut pas qu'on en parle. Et après, il y a l'anneau et tout, c'est chiant. Enfin. Et Guillermo Guise, alors, parce que t'en parles dans ton spectacle, enfin, c'est quelqu'un qui a été important dans ta carrière. Ouais, je l'aime. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet humoriste Je l'aime d'amour, vraiment. Guillermo, moi, je vois Guillermo comme étant. Il y a une boule de lumière au centre, et ça, c'est Guillermo. Et tout autour, le corps de Guillermo, c'est ce qui protège Guillermo. Guy, il y a quelque chose qui me touche, qui me bouleverse chez lui, et il a quelque chose de très précieux, de très blessé aussi, je pense, qu'il garde un peu jalousement comme ça. Et qui a en plus un talent de dingue, à côté duquel on aurait pu passer. Guy, il a grandi dans un milieu assez dingue, hein. Il y a un Anderlecht qui est pas un quartier connu, enfin qui. Par le foot, ouais. Ouais, voilà. Et Guy, c'est ça. Il a tourné le coin, quoi. Et moi, il me fascine pour ça, parce que Guy, on le voit beaucoup dans son deuxième spectacle. C'est un homme de parcours, quoi. C'est beau le chemin qu'il a mené. Donc, ouais, en plus de son talent, humainement, il y a quelque chose qui me bouleverse un peu chez lui. Ouais. Est-ce qu'il y a des influences autour de toi au niveau artistique sur lesquelles tu voudrais échanger, partager? Alors, une qui a été vraiment genre déterminante, c'est Florence Foresti. Et vous allez me dire, super original, mais putain, mais quel talent cette meuf! Mais c'est incroyable! Elle sait tout jouer, elle écrit bien, et même quand parfois elle a des textes qui sont pas dingues non plus, mais enfin, certains de ses textes, ils sont très bons, mais on n'est pas sur de la punchline ciselée comme avec un Louis C.K. ou quoi, mais elle est tellement, enfin, dans la maîtrise de ses personnages. Donc ouais, elle m'a beaucoup inspirée, vraiment. Waouh, quoi. Au niveau du style, c'est-à-dire la façon d'envoyer les phrases. Même pas, parce que j'ai pas du tout le même style qu'elle, mais c'était au niveau de. Je la vois comme un chef d'orchestre, quoi, avec les rires où elle fait allez, hop, on rigole pas. Oui, il faut que j'arrête de faire des gestes dans un podcast. Comment elle maîtrise la salle et le public, en gros, quoi. Ouais, non, c'est dingue. Et puis même, putain, mais qu'est-ce qu'elle est drôle, quoi. Quand moi je la voyais chez Ruquier, c'est une des baffes, c'est quand elle fait Adjani ou Céline Dion, c'était, mais non. Ouais, donc. Et puis beaucoup d'Américains aussi, genre Sarah Silverman, dont je suis une grande fan. Tout ce que c'est ma crainte, hein. Je regarde plus beaucoup de trucs d'humour parce que j'ai une mémoire de dingue. Mais quand je dis de dingue. Et donc ma crainte, c'est que je retienne des choses, que je finisse par oublier que je les ai vues quelque part et que je me dis mais j'ai une super idée. Et qu'en fait, ce soit pas mon idée, que j'ai volé l'idée à quelqu'un d'autre, juste parce que c'est stocké quelque part dans mon cerveau et que je ne... Et donc c'est vrai que pour l'instant, j'ose plus trop regarder des trucs en me disant non, j'ai trop peur de plagier inconsciemment. Mais ouais, et puis Guy et Dan ont aussi été vraiment des inspirations, parce que putain, au niveau de... Enfin, les 2 premiers spectacles de stand-up que j'ai vus, c'est Guillermo quand j'ai fait sa première partie, et Dan. Donc, pour les projets d'avenir, le cinéma va venir à un moment donné j'espère. J'ai très envie. Oui.
j'ai très envie, d'autant que je suis une très bonne comédienne. Alors, je veux pas me vanter, mais en primaire, je jouais le rôle d'un saule pleureur. Ah, c'est pas facile. Le rôle de l'arbre dans les pièces de l'école. Et vraiment, on sentait, je pense, toute la souffrance de la forêt amazonienne dans mes bras. Incarné. Voilà, c'est ça, et mon instinct qui criait plus haut les bras, avec des crampes et tout. T'as eu des propositions déjà pour le ciné? J'ai eu des propositions, des petits rôles à gauche à droite dans une série. Là, j'ai passé un casting pour plus belle la vie, ou Demain nous appartient, ou Un si grand soleil. Mais c'était plus Grand soleil, ouais, c'est ça. Que j'ai heureusement raté. Ah mince. Alors, il faut savoir, c'était un grand moment, c'est-à-dire, donc je fais le truc. En fait, je voulais juste voir comment ça se passait un casting. Maintenant, j'ai un agent, etc. Et donc, le but, c'était juste de me familiariser, en fait, à l'exercice du casting. Et sur les murs, il y a du papier craft. Et sur la porte, qui est vitrée, ils ont mis aussi du papier craft, tu sais, par souci de discrétion, etc. Je finis mon casting, qui se passe pas trop mal. Et puis, je tente d'ouvrir la porte et je trouve pas la poignée. Et je sens le regard des deux meufs derrière moi, et il y a un grand moment de silence et je comprends pas ce qui se passe. En fait, j'étais en train d'essayer de sortir par le mur, alors que la porte était là un peu plus loin, mais avec le crash. Donc t'as arraché le. Et donc j'étais là comme ça en train de les regarder, tu sais, gênant. Elle est où la poignée? C'était très, très gênant. Non, j'ai pas arraché. Au bout d'un moment, elles ont fini par comprendre au bout d'une minute ce que je faisais. Elles ont dit non, mais la porte, c'est là. Je savais. Voilà. D'accord, donc on peut te retrouver, j'espère, bientôt au cinéma. J'adorerais. Voilà. Il y a une autre petite surprise là-dedans aussi. On sait que tu es en train d'écrire un livre. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'on a le droit de savoir de quoi ça parle? Ouais, bien sûr. C'est pas du tout autobiographique, ok? Ouais, c'est l'histoire d'une jeune fille qui se rend compte que sa vie, ça ne va pas du tout, genre que elle est éloignée de ses rêves et de ce qu'elle a envie de faire, et elle va s'inscrire dans une école de théâtre un peu expérimentale, et elle va tomber sur un professeur qui va lui dézinguer la tronche pour en faire une actrice phénoménale. Et en fait, c'est une histoire qui parle d'amour-propre et de tout ce qu'on s'inflige par amour pour les autres au lieu d'agir par amour pour soi. Donc voilà, et donc effectivement, elle est avec ce mec qu'il aime pas du tout, au point qu'il lui fait des crises de jalousie par rapport à ce prof, alors que en fait, en faisant ça, il la pousse un peu plus dans les bras de ce gars qui est en train de la détruire, et donc au lieu de la sauver de ce prof et de comprendre ce qui se passe, il va... Ouais, c'est une comédie, donc on est sur... Bah écoute, j'espère qu'on pourra le lire bientôt. Alors en tout cas, merci d'avoir été avec nous, Mais Florence. non, mais merci, désolé, j'ai Florence, complètement plombé pour l'ambiance. tout. Tu m'avais dit faire des blagues et tout, je parle de maladie mentale, je parle d'une Non, meuf. non, Pas c'est du tout, il intéressant. fallait en parler. Ouais, Alors donc merci Pour les blagues, il Florence. faudra venir voir sur scène. ouais. Voilà. Merci Florence Mendes d'avoir été avec nous. Alors merci on à peut vous. retrouver dans le spectacle joué au Métropole Délicate, Ouais. tous les jeudis à 21h30, les chroniques dans France Inter, dans la bande originale avec Nagui et ses belles Louboutins, Ouais. et les chroniques dans l'émission Les Piquantes sur Teva. Tout à fait. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Pitch Club. Merci. Merci, au revoir. Le Pitch Club.